Bonjour, Hubert Huertas, Lucie Delaporte pour le 32e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Au sommaire cette semaine, une question théoriquement réglée depuis 109 ans exactement, depuis 1905, c'est-à-dire depuis les lois de séparation de l'Église et de l'État. Et pourtant, en cette fin 2014, cette question de la laïcité alimente toujours ou passionne, voire envenime les débats politiques. Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité. En un mot, je rappelle votre carrière. Et en un mot, parce que sinon ce serait bien long, vous avez été secrétaire général de l'Élysée à l'époque de François Mitterrand, vous avez été plusieurs fois ministre, vous êtes un élu local aussi, vous avez été conseiller régional, conseiller général, président de conseil général, vous avez été maire. Et aujourd'hui, vous voilà à la tête de cet observatoire. L'existence même et la création de cet observatoire démontrent bien qu'il y a toujours, si longtemps après, une question sensible autour de la laïcité en France. Vous, votre discours, c'est qu'au fond, il n'y a pas le feu autour de la laïcité et qu'il ne faut pas exagérer les choses. Est-ce que vous ne pratiquez pas l'angélisme? Oui. Vous savez, nous, on est parti dans cet observatoire qui a 23 membres, qui est pluraliste, qui est indépendant, avec des gens de partis politiques différents, des gens de formations différentes, des juristes, des anthropologues, des éducateurs, un écrivain, une vice-présidente du MEDEF, des syndicalistes. On est parti sans a priori, puisque observatoire, c'est observer. Et on a été surpris de constater, en interrogeant les entreprises, en interrogeant le ministère de l'Éducation nationale, en interrogeant la justice, en interrogeant les hôpitaux, de voir que le nombre de cas qui posent problème est extrêmement restreint. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Et si on en parle, et si on a un observatoire, c'est bien qu'il y a des problèmes. Le problème, c'est qu'on est face, je pense, à des demandes, exigences, revendications nouvelles, plus agressives, qui n'étaient pas connues dans les mêmes proportions avant. Et face auquel il faut justement réaffirmer les principes. La laïcité est toujours un combat contre ceux qui veulent y porter atteinte et qui peuvent être d'obédience religieuse très très différente. C'est toujours un combat, c'est l'histoire. La loi de 1905, c'est après un siècle de bataille entre l'Église catholique et la nation, puis l'État pour la conscience des Français. Vous constatez, il n'y a pas une contradiction entre ce qu'on entend par ailleurs et ce qu'on entend dans votre observatoire. Sauf que les médias parlent naturellement des choses qui sont conflictuelles, qui sont des sujets de débat. Mais nous maintenons très fermement ce diagnostic. Et encore une fois, ce qui me frappe, c'est plutôt que les gens ont besoin de réponses, ont besoin de repères, ont besoin de règles par rapport à des demandes d'alimentation, par rapport à des tenues. Mais les questions ne sont pas si nouvelles que ça. Dans la loi de 1905, déjà, il y avait une bataille, d'abord entre une bonne partie de l'Église catholique et l'État, et puis à l'intérieur du camp laïque. Et finalement, c'est Aristide Briand et Jaurès qui ont dit non, il n'y a aucune raison d'interdire les processions ou des curés en soutane dans la rue. Donc dans la rue, on peut, sous réserve de ne pas déranger les autres, s'habiller comme on veut, y compris des signes religieux. Donc cette tension, elle a toujours existé, et elle existe encore aujourd'hui. Lucie Delaporte. Alors, quel est le bilan de votre observatoire au bout d'un an et demi? Est-ce que dans ce laps de temps, ce débat sur la laïcité, les choses ne se sont pas un peu tendues, voire envenimées? On a encore tout récemment, aujourd'hui, dans Mediapart, raconté le cas d'un enseignant qui était en cours de titularisation et questionné sur la laïcité avec sans doute beaucoup de préjugés parce que c'était quelqu'un connu dans la communauté musulmane. Voilà, qu'est-ce que vous avez apporté au débat? Est-ce que vous avez réussi à le pacifier, vous pensez? Alors, nous avons donné les éléments. Je ne pense pas qu'on ait pacifié le débat, ni que la situation se soit aggravée depuis un an et demi. Ce que nous avons fait, c'est de formuler des recommandations et d'en suivre l'application. Par exemple, nous avons vigoureusement soutenu l'introduction par Vincent Payon d'une charte de la laïcité à l'école, qui rappelle les principes, et qui doit être non seulement affichée, mais expliquée, débattue, et pour laquelle les profs doivent être formés. Et c'est un de nos sujets de préoccupation. Est-ce que vraiment on met la charte de la laïcité dans un coin et puis on oublie, ou est-ce qu'on forme les professeurs à des demandes d'ailleurs qui sont, ou à des agressions qui sont très diverses, du genre refus d'enseigner la théorie de l'évolution. Donc cette charte, nous constatons qu'elle commence à être appliquée, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Deuxièmement, nous avons demandé que soit enseignée la morale laïque et reprendre l'éducation civique à l'école, ce qui se faisait vaguement, mais qui doit continuer à se faire.
Ça se fait pas encore. Ça dépend des endroits. À mon avis, pas dans beaucoup d'endroits. Et j'étais à Marseille où j'ai constaté cela aussi. Nous avons recommandé vivement qu'il y ait une formation de tous les agents publics, que ce soit les agents des communes, les agents de la sécurité sociale, les agents de l'État, en général, et notamment ceux qui sont en contact avec le public. Nous avons également suggéré, ça c'est pour la mobilisation, que le 9 décembre, anniversaire de la loi de 1905, soit proclamé journée nationale de la laïcité. Et nous allons, avec Bernard Cazeneuve, avec la ministre de l'Éducation nationale, faire un certain nombre de manifestations sur ce terrain-là. Et nous avons publié des guides pour les collectivités locales, aussi bien pour les élus que pour les agents, pour les entreprises et pour les associations. On dit, voilà la loi, voilà ce qu'est la laïcité, voilà ce qu'elle permet, voilà ce qu'elle interdit. Mais, excusez-moi, j'insiste sur un point. La laïcité, on la voit sous l'angle se défendre quand elle est attaquée, et il faut le faire. Et elle est attaquée, pas massivement, mais c'est d'abord une liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et quand on pense à la situation du monde, il n'y a pas tant de pays que ça. On peut croire ou ne pas croire, ou changer de religion. Et où toutes les religions sont traitées sur un pied d'égalité. Et où les religions n'interfèrent pas, ne doivent pas interférer dans l'État, ni surtout dans l'éducation nationale. Donc il faut rappeler ça. Parce que sinon, quand on est sur des questions d'agression, de conflit, on a l'impression que la laïcité, c'est interdire. Non, la laïcité, c'est libérer, c'est permettre la liberté. Je vous posais la question de l'efficacité de votre observatoire parce que vous mentionniez encore la charte de la laïcité dans les écoles. C'est vrai que parfois elle est affichée dans un coin et puis on se garde bien d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et puis surtout, il y avait un point aveugle dans cette charte, c'était la question des accompagnatrices voilées, des mamans voilées. On a vu que le Conseil d'État s'était prononcé, mais de façon encore assez ambiguë. La ministre Najat Vallaud-Belkacem est revenue, a refait une explication de texte qui était sans doute nécessaire, mais encore une fois en rappelant que les accompagnatrices voilées devaient être admises normalement, sauf exception. Alors, je vous interromps juste une seconde parce que ma question est celle-ci. C'est encore une fois, on renvoie à nouveau la balle vers les enseignants, vers les directeurs d'école qui doivent eux-mêmes juger qui est prosélyte ou pas. Est-ce que sur la question de la laïcité, on n'est pas toujours, les pouvoirs publics, on n'est pas toujours dans une énorme ambiguïté? Je crois que ce sont des situations qui ne sont pas simples et qu'il n'y a pas de réponse absolument simple. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de faire une loi pour tout régler. Mais après la loi, il faut l'appliquer. Par exemple, la loi de 2004, qui a été adoptée à une très large majorité, que moi j'ai volontiers voté comme député à l'époque, qui interdit les signes chez les élèves. Chez les profs, ça va de soi, qu'ils ne doivent pas avoir de signes politiques ou religieux, ou même chez le personnel d'encadrement, mais qui interdit pour les élèves, donc pour les usagers du service public, tout signe religieux ostensible et plus ostentatoire, parce que c'était des querelles de queue de cerise. Cette loi, d'abord, est très bien appliquée. Il n'y a pratiquement pas de conflit. Quand il le faut, on fait un rappel à la loi. Mais cette loi ne règle pas tout, parce qu'il y a maintenant des formes de détournement. Est-ce qu'une robe longue jusqu'aux pieds, c'est un signe religieux ou pas un signe religieux? Est-ce qu'une barbe, style... Bon, donc, on est forcément toujours en train de devoir apprécier ça. Et de devoir aussi le discuter, parce qu'il peut y avoir des gens de bonne foi qui pratiquent ce genre de tenue, et des gens pour qui c'est une provocation. Donc on est toujours avec une marge d'appréciation. Et sur les mamans, mères ou pères, parents qui accompagnent des sorties scolaires, le Conseil d'État a dit que ça n'était pas assimilable à un acte d'enseignement. Quand vous accompagnez des enfants dans un car pour aller visiter un musée, c'est pas... Alors qu'il y avait débat là-dessus, bon, parce que c'est des collaborateurs des services publics. Pour autant, il laisse une marge d'appréciation, parce que vous pouvez avoir des cas où ça pose des conflits. Ça fait des difficultés, ça renforce les conflits à l'intérieur de l'école, et il faut qu'il y ait la possibilité pour l'éducation nationale de dire non. Mais si vous dites non jamais, à ces mamans-là, puisque c'est surtout des femmes dont il s'agit, alors d'abord, vous n'aurez plus de sortie scolaire dans toute une série d'écoles et de quartiers, c'est quand même quelque chose qui est utile. Vous n'aurez plus des mamans, souvent de milieux modestes, qui ne sont pas tellement intégrés à l'école, qui s'intéressent pour l'école. Mais si vous au nom de la laïcité, d'une laïcité qui serait d'interdiction, alors on va créer des conflits beaucoup plus forts. Laisser la porte ouverte à une possible interdiction que certaines mamans voilées viennent. Pourquoi, oui, encore une fois, oui, s'il y a une attitude, qui constitue une gêne ou une provocation, il faut en parler avec elles. Et il faut leur dire non, là, c'est pas possible, parce que ça pose des problèmes.
Et cette possibilité reste, la ministre l'a confirmé. Et à l'inverse, si la loi ne dit pas ce qu'il faut faire et ne dit pas non, est-ce que vous ne risquez pas de mettre dans un autre embarras l'enseignant qui aura, lui, à prendre une décision qui parfois est très délicate? Est-ce qu'il n'est pas renvoyé à lui-même? Non, parce que le grand mérite de la position prise par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre qui l'a d'ailleurs annoncé à notre observatoire, lorsque nous l'avons auditionné, on était un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire il y avait une circulaire qui disait plutôt non, mais en pratique, on ne l'appliquait pas complètement. Et là maintenant, c'est plutôt oui. Non, là, c'est pas plutôt oui. Elle dit pour moi, la règle, c'est oui. Et le non, c'est l'exception. Donc, ça donne quand même un repère extrêmement précis. Sans expliquer ce que c'est l'exception pour les raisons qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Conseil d'État lui-même. Risque de conflit, de troubles à l'ordre public, comportement prosélyte, comportement agressif à l'égard des autres. Est-ce que la laïcité n'est pas devenue un mot valise qui veut tout dire et le contraire de tout? Pas tout dire le contraire de tout, mais dire des tas de choses qui n'ont rien à voir, rien à voir, qui ont peu à voir avec la laïcité. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un monde où il y a un affaiblissement terrible des idéologies, où on est en perte de sens, en perte de valeur, et on se raccroche à la laïcité et à la République, ce qui est presque la même chose. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'égalité des croyants et des non-croyants, c'est la fraternité, quelles que soient ses convictions. On se raccroche à ça parce qu'on n'a rien d'autre. Et on demande trop à la laïcité. La laïcité ne peut pas régler les problèmes d'ordre public, ne peut pas régler les problèmes de terrorisme. On s'en empare aussi. Oui, la championne de la laïcité, c'est Marine Le Pen. On l'instrumentalise. Mais la laïcité, ce n'est pas la laïcité avec une loi ou sans loi qui va régler les problèmes de ségrégation, de discrimination, d'intégration, de troubles à l'ordre public. Donc, c'est quelque chose de très puissant, parce qu'on voit que ça touche à beaucoup de domaines de la vie ensemble, surtout avec des différences qui sont considérables, de culture, de religion, de pratiques religieuses. Donc déjà, appliquons ça. Comprenons-le, faisons respecter la loi et les règles, discutons avec les gens pour essayer de les convaincre avant de les contraindre. On a déjà un beau plan de travail, sans demander encore une fois à la laïcité de régler ce que devraient régler d'autres politiques publiques. Lucie. Oui, dans une tribune publiée récemment, effectivement, vous disiez qu'on en demandait trop à la laïcité et que sans doute ça ne remplaçait pas des politiques publiques ambitieuses en matière de mixité sociale, d'intégration, de politique urbaine. Est-ce que ce n'est pas ce message-là que votre observatoire doit porter, que peut-être aujourd'hui on n'a pas de politique assez ambitieuse? Nous le portons très fort. Ouais. Encore une fois, avec l'analyse que vous avez rappelée, mais en disant pour que la laïcité fonctionne mieux ou fonctionne bien, il y a besoin de ça. Il y a besoin de politiques urbaines, alors qui ne sont pas inexistantes, mais qui sont visiblement, qui n'ont pas abouti. Là encore, il faut avoir, on aime bien les diagnostics tout blanc, tout noir dans le pays, hein, les bons, les méchants, ça va bien, ça va mal. Bon. Sur l'intégration, ce n'est pas directement notre sujet, moi ce que je constate, c'est qu'il y a des échecs de l'intégration qui sont évidents et patents, qui sont liés notamment à des concentrations urbaines, mais qu'il y a, quand on compare, et je voyage beaucoup, à d'autres pays européens, prendre les États-Unis, Italie, Allemagne, Angleterre, l'intégration française marche beaucoup mieux. Alors on n'a pas de statistiques ethniques, ce qui est un autre sujet de débat, mais on peut dire qu'il y a probablement un mariage sur deux en France qui se fait hors de sa communauté culturelle ou religieuse d'origine. En Angleterre, c'est 2-3%. Il y a aussi une forme, on le voit même dans les conflits dans les banlieues, ce qui est très intéressant, c'est d'abord qu'ils se rassemblent autour de la musique. La musique, il est parfois une manière de s'en sortir en créant un petit orchestre, est une musique qui est une synthèse de traditions différentes. Et il n'y a pas qu'une musique, entre guillemets, black africaine ou qu'une musique type rail revisitée. Et dans les affrontements qu'il y a dans les bandes en banlieue, c'est assez rarement ethnique, c'est le quartier machin contre le quartier truc. C'est eux qui sont venus nous embêter, il y a eu un conflit, il y a eu une embrouille, etc. Donc ceci pour dire que quand on parle d'intégration, là aussi, ce serait beaucoup mieux de dire tout va mal, c'est nul, on est un pays nul, les politiques sont nuls, ou tout va bien en se cachant la face. La réalité est complexe et nous on essaie de la décrire telle qu'elle est. Vous avez conscience que votre laïcité n'est pas tout à fait la même que celle de Manuel Valls, c'est même peut-être pas du tout la même. On a d'un côté quelqu'un qui apprécie de mettre en avant le bâton et vous expliquez que les choses ne se passent pas si mal et qu'il ne faut pas dramatiser. Nous pensons qu'il faut dire la réalité telle qu'elle est, il faut évidemment pas nier les problèmes, c'est tout notre travail, d'où le travail que nous faisons d'information, de pédagogie et de rappel à la loi. Notre premier avis a été de dire, voilà, la loi interdit certainement cela. Donc, c'est pas, comment dire, moi j'aime pas les adjectifs à laïcité, parce que positive, de progrès, d'ouverture, rigoureuse. Bon, laïcité, ça suffit à elle-même, à condition de bien la définir.
Manuel Valls, je ne suis pas sûr qu'on ait un désaccord. Moi, j'ai souvent parlé de ces questions avec lui quand il était ministre de l'Intérieur. Dites ça parce que vous êtes diplomate ou... Non, non, sincèrement. Si j'étais en désaccord, j'essaierais de pas trop en parler. Mais donc, je peux vous que dire... vous le faites en ce moment. Non, parce que je crois réellement, pour avoir discuté... je dis pas ça pour vous dire que c'est bien, je vous dis ça parce que c'est le sentiment que j'ai et que c'est vrai. Et quand il parle de notre travail, il est en désaccord avec nous. Pour prendre un exemple... Manuel Valls qui a des convictions profondes et anciennes, ce n'est pas des postures. Moi je l'ai vu à l'Assemblée nationale, par exemple, on a eu un débat, notamment au sein du groupe socialiste, dans la loi anti-burqa. Est-ce qu'on la vote, est-ce qu'on ne la vote pas certes, c'est une atteinte, enfin c'est une pression sur les femmes, certes, dissimuler le visage dans les lieux publics, ça ne va pas, mais est-ce qu'on ne risque pas de provoquer des contre-réactions? Une partie d'entre nous a voté contre la loi, la grande majorité s'est abstenue, Manuel Valls a voté pour. Donc je veux dire, il a des convictions précises là-dessus. Mais quand j'ai discuté avec lui du travail de l'Observatoire, il n'a pas de désaccord avec nous. Et par exemple, il dit lui-même, il l'a dit dans une intervention il y a 5 ou 6 mois, il serait une très grande erreur de croire que la laïcité est une citadelle assiégée. C'est exactement ce qu'on dit nous. Sauf qu'il avait pris, au moment de la crise autour de la crèche Baby-Lou, il avait pris des positions très fermes. Il avait soutenu notamment la direction de la crèche qui avait donc licencié cette salariée voilée. Il était question à l'époque, et c'était porté notamment par une partie des gens de votre observatoire, de créer une loi qui légiférerait donc sur les ports religieux au travail, dans les espaces publics. Où est-ce qu'on en est? Alors ça, c'est vrai que là-dessus, on avait un désaccord à l'intérieur de l'observatoire, mais encore une fois limité. Il y avait dans l'avis sur Baby-Lou, il y avait sur 23, 3 voix contre et une abstention. Mais il y avait un désaccord qui portait précisément sur ce point. Faut-il une loi ou pas une loi? Emmanuel Valls était partisan en effet d'une loi. Ce que nous avons donc dit majoritairement, c'est qu'il y avait une solution très simple, qui est ce qu'on appelle service public, la délégation de service public. La crèche voulait rester privée, indépendante, c'est son droit le plus strict. Elle ne voulait pas être une crèche municipale, ce qui aurait été une solution. Crèche municipale, neutralité absolue, comme pour les profs dans un collège ou dans une école. L'autre solution, c'était de passer une convention, soit avec la commune, soit avec la CAF, soit avec le département. Délégation de service public, mission de service public, ce qui veut dire qu'on fixe des objectifs en commun. Et là, le licenciement ne posait aucun problème. Je pense, tout en respectant, en admirant le travail extraordinaire qu'ils ont fait, que c'était une solution plus simple que de se lancer dans un débat législatif. Moi, ce que je crains dans un débat législatif, c'est un peu ce que vous évoquiez. Aujourd'hui, la laïcité est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée notamment par Marine Le Pen. Et comme toujours, une partie de l'UMP court derrière l'extrême droite. Et donc là, on est dans la laïcité strictement d'interdiction et strictement anti-islam. Et heureusement qu'après des longues batailles judiciaires, finalement la Cour de cassation a dit vous avez le droit, vous, compte tenu de ce que vous êtes, de procéder à ce licenciement qui est valable. La question de la laïcité, qui est parfois le faux-nez d'une allergie à l'islam, est naturellement une question française, mais cette question nationale, elle est envenimée à l'échelon mondial par des événements tragiques et effrayants tels que, tout récemment, ces jours-ci, la décapitation d'otages et de dizaines de soldats syriens. Ces exécutions barbares, qui ne peuvent qu'inspirer un profond dégoût, ont été condamnées avec force par le Premier ministre et le Président de la République, qui les a justement qualifiées de crimes contre l'humanité. La vidéo diffusée a été analysée par nos services de renseignement. Cette analyse tente à établir, avec une très forte probabilité, qu'un ressortissant français a pu participer directement à la commission de ces crimes abjects. Les investigations se poursuivent, mais une forte présomption existe qu'il pourrait s'agir de Maxime Auchard, né en 1992, originaire d'une localité du département de l'Eure et parti en Syrie en août 2013, après un séjour en Mauritanie effectué en 2012. Et pire encore, donc, ce mercredi, l'Élysée confirmait qu'un deuxième jeune Français avait participé à ces meurtres, à ces assassinats. Jean-Louis Bianco, ces meurtres, ils ont été commis par un groupe d'État islamique, ils ont été commis au nom d'Allah. Est-ce que vous admettez que même si l'extraordinaire majorité des musulmans condamne ces actes, comme le reste des Français, est-ce que vous admettez que
ce qui se passe là donne du grain à moudre à ceux qui jugent que l'islam est dangereux et qui donc jugent que vous n'êtes pas assez rigoureux vous-même dans l'idée que vous vous faites de la laïcité. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'islam, ou toute autre religion d'ailleurs, avec ces extrémistes. Et il y a aussi des extrémistes, alors heureusement qu'ils ne vont pas jusqu'au terrorisme, chez d'autres religions que la religion musulmane. Nous avons une de nos membres, Dounia Bouzar, qui travaille sur ces questions depuis des années et qui a monté à la fois un centre d'études des années et un centre de prévention avec un numéro vert. Quand on constate à l'école ou dans la famille que quelqu'un commence à avoir un comportement un peu bizarre ou des camarades, on appelle, on va dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et elle a un travail de prévention qui est remarquable. Dans son dernier travail, ce qu'elle montre en ayant analysé de très très près les méthodes, c'est que les méthodes d'endoctrinement ne font pas appel tout de suite à l'islam. C'est des méthodes d'endoctrinement qui s'apparentent à des sectes, en infusant par des procédés divers, y compris en utilisant des jeux vidéo. Par exemple, il y a un jeu vidéo qui s'appelle, moi je ne suis pas un grand spécialiste, Assassin's Creed, qui est fait sur la secte des Achichides, qui étaient des assassins au XIIe ou XIIIe siècle. On dit voilà, ça c'est les bons contre les mauvais, ça c'est le bien contre le mal. Et à la fin, arrive l'islam ou la religion musulmane, de la part de gens qui n'ont généralement qu'une faible ou aucune culture musulmane, qui sont souvent des convertis. Donc c'est une dérive dramatique, choquante, qu'il faut combattre fermement d'une petite partie, pas négligeable, peut-être 1000, de notre jeunesse, mais c'est une dérive qui se traduit par l'islam, mais qui est une dérive sectaire, identitaire, avant d'être une dérive musulmane. Quelque part, vous dites que c'est plutôt une dérive sectaire plutôt qu'une dérive religieuse. C'est une dérive sectaire réutilisée par des religieux terroristes. Est-ce que la question de l'islam, la question de la laïcité en France, c'est pas parfois une façon un peu hypocrite de poser la question de l'islam en France? C'est souvent perçu comme ça par une partie de la communauté musulmane. Je reviens une seconde sur la question de l'école, mais vous disiez que sur la loi de 2004 sur le port du voile à l'école, il n'y avait aucun contentieux finalement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un fort ressentiment qui ne s'exprime pas forcément par des voies contentieuses? Mais voilà, la laïcité est souvent perçue par une partie des musulmans comme une arme contre l'islam. Vous avez raison. Et d'ailleurs, au-delà de ça, mais ce n'est pas votre question, je vais y répondre, la laïcité est assez souvent perçue comme une arme anti-religieuse. Bon, la laïcité, ce n'est pas anti-religieux. C'est d'ailleurs pas une religion de substitution. Et c'est vrai que les problèmes qui sont posés aujourd'hui peuvent exister dans d'autres religions, mais sont plus souvent les problèmes de l'islam, qui est une religion relativement neuve en France, qui n'est pas non plus organisée comme l'ont été historiquement, même s'il y a un Conseil français du culte musulman qui, à mon avis, fait un bon travail, de la même manière. Et donc, c'est aussi pour ça que nous sommes extrêmement prudents sur les interdictions supplémentaires par voie législative. Parce qu'il est clair qu'on ne parle pas de la laïcité en général, qu'on ne parle pas de la religion en général, qu'on parle de l'islam et qu'on parle du foulard, et pas du voile intégral. Et donc, il faut être extrêmement attentif, parce que si on fait ça, d'abord, on va déstabiliser des citoyens musulmans qui sont en fait aussi laïcs que vous, moi, ou que des gens de culture catholique, protestante, juive. Et on va donner du grain à moudre pour ceux qui veulent devenir extrémistes. D'abord extrémistes dans leur conception de la religion, et puis ensuite pire terroristes. Ils disent, voyez, c'est nous qu'on vise les musulmans, c'est nous qu'on traite mal. Voyez, ils disent laïcité, mais en fait, c'est contre nous les musulmans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, parce qu'on doit aussi se défendre. Mais moi, j'ai été frappé par un travail formidable qu'a fait le Conseil français du culte musulman, qui s'appelle une convention, qui a fait une charte, dans laquelle ils disent des choses que moi je pourrais signer, dont on n'a pas parlé. Et par exemple, ils disent quelque chose qui est très important, ils disent on ne peut pas invoquer l'islam pour refuser que sa femme soit soignée par une personne du sexe opposé. Ce qui est évidemment la vérité, n'empêche que ce n'était pas évident dans la communauté musulmane. Et je vais continuer là-dessus. Le Conseil français du culte musulman était contre la loi de 2004, précisément parce qu'il sentait une discrimination. Une fois qu'elle a été votée, il a appelé à la respecter. J'aimerais bien que l'ensemble des responsables catholiques de l'Église appliquent une loi quand elle a été votée au lieu de la contester. Vous parlez du mariage pour tous, j'imagine. Est-ce que l'Observatoire observe ou n'observe pas, depuis 1 an et demi, une montée du radicalisme dans les banlieues? Parce qu'on en parle beaucoup. Alors, radicalisme dans les banlieues, celui-là, on a du mal à voir parce que c'est plutôt des questions d'organisation d'ordre public. C'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui peut le dire. Nous, on regarde les comportements à l'école, au collège. Dans les comportements, est-ce que vous notez des signes de radicalisation? Non, mais probablement une montée du communautarisme, c'est-à-dire une montée du repli sur soi de communautés fermées sur lesquelles on a demandé à un certain nombre de chercheurs de nous éclairer, parce qu'après tout, on peut voir la communauté des supporters de tel club, la communauté des gens qui aiment telle chose, la communauté des gens qui partagent une certaine culture, sans que ce soit attentatoire à la laïcité de la République. Et puis vous avez des formes de communautarisme qui sont des pressions
qui sont des exigences qui ne sont pas acceptables en République. Donc, indiscutablement, le repli sur soi en général, et le repli sur soi communautariste à base religieuse, se développe. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. Mais nous voudrions que les chercheurs nous éclairent. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Quand est-ce que c'est dangereux? Mais radicalisation, non. On ne le mesure pas, on ne le voit pas dans nos travaux. Qu'avez-vous pensé du rapport remis à Matignon l'an dernier de Fabrice Dume qui évoquait cette question des discriminations dans l'espace public et notamment à l'école et qui faisait le lien justement avec la loi de 2004 sur l'interdiction du port du foulard à l'école et justement pointait ce sentiment très fort, ce ressentiment très fort des jeunes, un sentiment de discrimination et ce rapport qui a été immédiatement mis dans un tiroir et oublié, justement parce qu'il voulait rouvrir une question qui, semble-t-il, est encore trop Je pense d'abord brûlante. que c'est bien de l'avoir fait, c'est bien de l'avoir publié. On a beaucoup attaqué Matignon, enfin Jean-Marc Ayrault à cette époque-là. Je pense que nous, par exemple, la quasi-totalité de ce qu'on fait, on le met sur notre site, parce que ça fait partie d'une transparence qui est normale en démocratie, et en plus, à l'époque où, de toute manière, les gens se débrouillent pour avoir les informations. Et tant mieux, grâce aux réseaux sociaux. Moi, je crois que ce serait une grave erreur que de remettre en cause la loi de 2004, même avec le raisonnement qui était fait à ce moment-là. Parce que la loi de 2004 a atteint un équilibre. Je vais prendre un autre exemple. Je parlais de la loi anti-burqa. Tout à l'heure, le gouvernement de droite de l'époque l'a placé sur le terrain de l'ordre public. On ne peut pas dissimuler son visage. Donc, il ne faut pas le casque intégral quand on n'a pas de moto à côté, il ne faut pas le capuchon, etc. Bon, très bien. Ça visait la burqa. Il a eu raison parce que, techniquement, c'était la meilleure manière de faire passer la loi. Et on a eu un gros souci, enfin, moi j'étais inquiet, la Cour des droits de l'homme, qui vérifie si nos lois laïques sont compatibles avec les déclarations européennes. Il n'y a pas le mot laïcité en Europe, et on voudrait bien qu'il y ait le mot laïcité si on a un jour une constitution européenne. Mais c'est la liberté de culte, essentiellement, la liberté de religion. Et donc on est perçu, notamment par les Américains et les Anglais, parfois avec énormément d'exagération, dès lors qu'on appelle laïcité, ils disent vous êtes anti-religieux quand vous êtes anti-secte. Les sectes sont protégées aux États-Unis, parfois jusqu'à des niveaux élevés de l'État. Donc, cette loi, que moi je n'ai pas votée, j'ai abstenu, j'avais dit au Premier ministre et au Président, et je pense que c'était la position de l'Observatoire, mais je l'avais dit au moins à titre personnel, si malheureusement la Cour européenne des droits de l'homme disait que ce n'est pas conforme aux règles européennes, je pense qu'il faudrait mieux d'autres la reprendre. Parce que ça fait partie de quelque chose qui est dans le paysage aujourd'hui, et en sortir, comme de sortir de la loi de 2004, alors pour le coup, ce serait à mon avis donner un signe de faiblesse à des gens qui, dans la communauté musulmane, veulent agresser la République, à des gens qui veulent s'y attaquer. Il ne faut pas non plus qu'on donne un signe de faiblesse. Donc je pense qu'il faut garder la loi de 2004 telle qu'elle est, même s'il y a cette interrogation, mais moi je ne la constate pas. Quand je vais, j'ai des réunions de débat, j'ai des musulmans, il y en a qui me disent parfois qu'ils n'aiment pas trop cette loi, mais bon, ce n'est pas un sujet qui sort. On va arriver au bout de notre entretien, alors rapidement, malheureusement. Il y a un autre foyer de guerre qui peut alimenter ce qui ressemble parfois à des conflits de religion, pour ne pas dire de guerre, c'est le conflit au Proche-Orient. Est-ce que vous avez constaté depuis 1 an et demi qu'il y a concrètement une importation de ce conflit en France, dans le ressentiment que peuvent avoir la communauté musulmane et la communauté juive? Et avez-vous constaté ce dont se plaignent et ce dont se plaint la communauté juive, c'est-à-dire la montée de l'antisémitisme? Alors, c'est vrai que ce conflit a été plus importé. Il a toujours été présent. Dans le débat, dans les affrontements, c'est indiscutable qu'il y ait une montée de l'antisémitisme et une montée des actes, alors islamophobie, anti-musulman, anti-islam. Il y a une montée forte des uns et des autres, qui est extrêmement préoccupante, mais que moi, je relie à cette tension de notre société française. Et précisément sur le conflit israélo-palestinien, quand Vincent Payon a sorti sa charte de la laïcité à l'école, un journal a interrogé des jeunes qui étaient très jeunes, je pense qu'ils devaient avoir 10-11 ans, et a demandé à un jeune garçon, la laïcité pour toi c'est quoi? Il a eu cette réponse que je trouve magnifique, c'est ce qui nous empêche de nous taper dessus dans la cour de l'école entre pro-israéliens et pro-palestiniens, ce qui est une très belle réponse. Et puis une dernière petite question, j'imagine que vous n'allez pas y répondre. Vous étiez en quelque sorte le Jean-Pierre Jouyet de François Mitterrand. Est-ce que vous auriez répondu à 2 journalistes? Est-ce que vous auriez parlé cette affaire Fillon et cette affaire médiatique, vous êtes reconnu, vous en avez pensé quoi? Je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé. Je constate... Ah oui, mais vous pouviez vous y attendre. D'ailleurs, vous l'avez dit en posant votre question. Je considère que le débat est normal, que Jean-Pierre Jouyet est là, qui reste et qui fait bien son travail. Et surtout, que la question centrale,
c'est pas ce que Jouyet et Fillon se sont dit ou pas dit ou comment ils l'ont dit, c'est est-ce qu'il y a des pressions sur la justice? Est-ce que, du point de vue de l'État? Après, les histoires de l'UMP, c'est leur problème. Donc, est-ce qu'il y a des pressions sur la justice? Aujourd'hui, la réponse est non. L'État, le gouvernement, la présidente de la République n'intervient pas dans les affaires de justice. Et c'est ça la nouvelle importante, c'est pas la discussion Jouyet-Fillon. Bon, je vais m'abstenir de vous relancer. Je vais vous remercier d'avoir participé donc, à cet entretien. Merci à vous, Lucie, de l'avoir préparé et de l'avoir présenté avec moi. Et puis un salut en régie à Christophe Gueniot de Mediapart et à toute l'équipe de 5e étage Production qui a réalisé cette émission.